Bon. Euh, OK. Ouais, l'enregistrement a démarré. Parfait. Super. Alors, donc, vous pouvez évidemment poser des questions pendant le webinaire. Il y a deux manières de poser des questions. Soit cliquer ici sur la petite main pour prendre la main, pour lever la main et on vous donnera la parole, ou soit écrire votre message dans le chat. Et donc, enfin, ne pas sélectionner les deux options suivantes, prendre le contrôle de la présentation ou partager votre écran, pour ceux qui ne connaissent pas bien Teams. Donc, voici l'ordre du jour donc, de ce webinaire. Je vais tout d'abord faire une petite introduction en présentant Bruxeo et le pack énergie. Ensuite, je vais faire une introduction sur le suivi et l'analyse des consommations. Ensuite, troisième point, je vais vous présenter le logiciel Energy ID. Ensuite, on fera un point sur tout ce qui est data logger et compteur intelligent. Et enfin, on terminera le webinaire par les autres types de monitoring. Donc, Bruxeo et le pack énergie. Donc, Bruxeo, donc on est la confédération patronale du secteur à profit social ou non marchand bruxellois. Et donc, notre objectif premier, c'est de vraiment représenter et défendre les intérêts du secteur à profit social auprès du pouvoir public et des partenaires sociaux. Et on offre aussi différents services à nos membres et à toutes les ASBL bruxelloises. On a ici le service énergie, mais aussi le service digitalisation et le service diversité et inclusion. Et on va développer maintenant ici, tout début de l'année aussi, un service pour diminuer l'empreinte carbone. Donc voilà, donc euh, si vous êtes inscrit à notre newsletter, en vous inscrivant au webinaire, vous recevez toutes nos informations. Alors, le pack énergie, donc le pack énergie, c'est vraiment un service de coaching énergétique pour toutes les entreprises bruxelloises. Il y a mon collègue de l'UCM qui est présent, qui lui offre des services à tout ce qui est indépendant, PME. Et nous, pour Bruxello, on offre vraiment les services à toutes les ASBL bruxelloises, ainsi qu'aux services à la collectivité gérés par un pouvoir public. On a un partenariat avec l'ICET et SBL. Tous nos services sont bilingues et gratuits et on est reconnu et subventionné par Bruxelles Environnement. C'est pour ça que nos services sont gratuits. Alors, quelle est notre méthodologie? Donc, on veille toujours, lorsqu'on rend des services aux ASBL, d'avoir en ligne de mire l'objectif de 2050 de la région, que les bâtiments tertiaires soient neutres en énergie. Donc, neutre en énergie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les bâtiments devront produire autant d'énergie qu'ils devront encore en consommer. Donc, typiquement, voilà, il faudra produire autant, par exemple, d'énergie par des panneaux solaires photovoltaïques, par des turbines éoliennes qu'on devra en consommer pour l'électricité et le chauffage du bâtiment. Et donc, la première étape qu'on a, c'est généralement de réaliser un diagnostic énergétique du bâtiment. Donc, pour ça, on fait une visite sur place qui dure une demi-journée. Et ensuite, vous recevez un rapport écrit. On va vraiment prioriser les mesures. Et pour les mesures prioritaires, on va vraiment chiffrer ces mesures pour donc, on va chiffrer les économies, les primes, les gains pour que vous ayez vraiment un outil d'aide à la décision. On peut aussi réaliser un diagnostic approfondi des installations de chauffage pour du moyen et gros tertiaire et un diagnostic approfondi des installations d'éclairage. Ensuite, une fois que vous avez ce diagnostic, l'important, c'est qu'il y ait un passage à l'action. Donc, on réalise un plan d'action avec l'ASBL via une réunion Teams sur base du rapport. On discute ensemble, et tiens, quelles sont les mesures prioritaires, qu'est-ce qu'ils sont en mesure de mettre en œuvre. Et ensuite, on fait vraiment un accompagnement sur le long terme. On va accompagner l'ASBL dans la mise en œuvre de ces travaux via l'assistance travaux. Ensuite, on peut aussi proposer pour celles qui le souhaitent de la sensibilisation via une animation pour le personnel. Et alors, très important, qui est notre thème aujourd'hui, c'est qu'on va aussi accompagner l'ASBL dans le suivi des consommations d'énergie en utilisant l'outil Energy ID. Et donc, tout ça pour avoir au final ce bâtiment neutre en énergie en 2050. Voilà. Après cette petite présentation du pack énergie, je vais faire l'introduction du séminaire. Donc, le séminaire, il avait pour thème aujourd'hui le suivi, l'analyse et le suivi des consommations d'énergie. Donc, je vais utiliser beaucoup le terme anglais qui est le monitoring énergétique.
Et donc, qu'est-ce que c'est le monitoring énergétique? Mais le monitoring énergétique, c'est le relevé, l'analyse graphique et l'interprétation de la consommation d'énergie et d'eau au fil du temps. Ça veut dire qu'on va d'une part faire le relevé des consommations d'énergie, ensuite on va l'analyser à l'aide de graphiques, et ensuite c'est important aussi d'interpréter ces données, donc de comprendre en fait ce qui se passe. Et pourquoi réaliser ce monitoring énergétique? À quoi ça sert? Ben, je vais tout d'abord faire un petit parallèle avec le sport du haut niveau. Si ici on a les frères Borlée, si vous êtes l'entraîneur des frères Borlée, vous voulez les challenger, vous voulez qu'ils courent de plus en plus vite, que leur temps s'améliore d'une fois à l'autre, qu'ils se surpassent, ben, si vous n'avez rien pour mesurer, si vous ne savez pas mesurer leur temps, ben, vous ne savez pas être leur entraîneur, vous ne savez pas les challenger. Et donc, voilà, on dit, il y a toujours la phrase qu'on dit, ben, on ne peut gérer que ce qu'on mesure, ben, voilà, ou que ce qu'on connaît, mais il faut d'abord pouvoir mesurer, connaître les choses avant de pouvoir les gérer correctement. Alors ici, voici toute une liste de raisons de réaliser un monitoring énergétique. Ben, la première, c'est tout d'abord de pouvoir mesurer précisément l'impact des mesures réalisées. Si par exemple vous isolez votre toiture, ben, c'est important de pouvoir calculer précisément ben, qu'est-ce que vous avez pu économiser au niveau des économies en tant que bon gestionnaire du bâtiment, de pouvoir les mesurer indépendamment du climat. On va en parler beaucoup aujourd'hui, c'est de pouvoir vraiment comparer l'évolution à climat équivalent. La deuxième raison, c'est de pouvoir détecter et corriger des dérives, des anomalies de consommation quand elles ont lieu. Ben, on pense par exemple à une fuite d'eau, ne pas attendre la facture de Vivaqua un an après pour se rendre compte qu'on a une fuite d'eau ou d'avoir un gros dégât des eaux. Ça peut être ben, le thermostat qui n'est plus bien réglé ou des allumages automatiques au niveau de l'électricité qui sont déréglés, de pouvoir s'en rendre compte rapidement. Ensuite, c'est important aussi pour pouvoir optimiser les réglages des installations techniques, j'en parlerai aussi. Un bon monitoring, ça va vous permettre de comparer vos bâtiments entre eux. Quand vous avez beaucoup de bâtiments, ben, vous allez pouvoir vous dire, ben, tiens, quel est le bâtiment le plus énergivore, quel bâtiment consomme le plus au mètre carré, sur quel bâtiment je dois agir en premier. Ça va permettre de voilà, prioriser vos actions. Ensuite, c'est aussi important, quand vous faites une campagne de sensibilisation, ça va vous permettre de communiquer vers vos utilisateurs. Si vous demandez, ben voilà, on l'a eu beaucoup l'hiver passé avec la crise énergétique, aux occupants de votre bâtiment, par exemple, voilà, dans une centre d'hébergement, de faire attention aux consommations, de faire moins de lessive, etc. Mais c'est important de pouvoir retourner rapidement vers vos utilisateurs en disant, ben merci, grâce à vos efforts, on a pu économiser autant. Et ça, il faut vraiment faire un suivi précis de vos consommations pour pouvoir faire ce retour de manière fiable et rapide. Ne pas attendre un an d'attendre un an d'avoir enfin votre facture de régulation pour vous dire, ah ben tiens, finalement, on a économisé. Ensuite, faire ce monitoring énergétique, ça va permettre de mieux connaître votre profil. Vous allez vraiment savoir ce que vous consommez précisément pour mieux gérer votre contrat de fourniture. Et enfin, ça vous permet d'établir un budget d'énergie, savoir précisément ce que vous consommez et d'anticiper l'augmentation de votre facture d'énergie. Donc, clairement, vous allez vous dire, ben, OK, moi, ma consommation, par exemple, de gaz, je consomme 3000 m3 de gaz par an, donc 30 000 kWh. J'ai négocié mon prix de kilowattheure à autant, ben, je sais que cette année, je vais avoir autant de factures d'énergie. Et donc, vous allez vraiment calculer précisément ce budget. Donc, ça, c'est vraiment toutes les raisons. Ici, une autre manière d'expliquer pourquoi réaliser le monitoring énergétique, c'est on va prendre un bâtiment. Hein, ici, j'ai un bâtiment et je remplace mon installation technique. Donc, typiquement, je vais placer une chaudière gaz à condensation. Avec ma nouvelle chaudière, je fais déjà 10% d'économie. Et j'optimise vraiment correctement mes réglages, ce qui est très important pour que ma chaudière condense. Donc, je fais des bonnes courbes de chauffe, je chauffe uniquement quand il faut et j'atteins mes 20% d'économie escomptée. En réalisant, on est ici, donc à moins 20%, en réalisant mon monitoring et ma gestion de l'énergie, je vais pouvoir encore diminuer ces consommations, vraiment en affinant encore, en comprenant comment mon bâtiment fonctionne, justement, peut-être en changeant encore les paramètres, en économisant au maximum, je vais encore diminuer mes consommations. Mais si je ne fais pas ce monitoring énergétique, si je l'arrête, mais on se rend compte que finalement, on risque de perdre ces économies, qu'au fil du temps, ben, les installations vont être moins bien réglées, on va faire moins attention et on va réaugmenter nos consommations. Donc, c'est important de continuer ce monitoring dans le temps.
Ensuite, une autre raison de réaliser le monitoring énergétique, c'est qu'à Bruxelles, il y a plusieurs obligations légales de réaliser une comptabilité énergétique. Donc, une comptabilité énergétique, c'est quoi? C'est finalement savoir ce qu'on consomme en gaz, électricité par mois. Et ça, il y a tout d'abord la PEP chauffage qui oblige de réaliser une comptabilité énergétique quand on a une chaudière ou une chaufferie avec plusieurs chaudières d'une puissance totale de 100 kW. Ensuite, la deuxième obligation, c'est le certificat PEB bâtiment public. Donc, c'est un certificat qui est obligatoire pour tous les bâtiments publics bruxellois, mais aussi, on l'oublie souvent, pour les SBL qui sont majoritairement subventionnés, ce qui est souvent le cas, qui sont subventionnés, je pense, en plus de 50%. Et ça, pour tous les bâtiments ou les locaux qui font plus de 250 mètres carrés. Donc, ça concerne vraiment beaucoup d'ASBL bruxelloises. Et là, il faut aussi pouvoir afficher annuellement ses consommations. Donc, il faut faire vraiment une comptabilité énergétique annuelle, savoir précisément ce qu'on a consommé. Ensuite, il y a aussi le plage obligatoire. Ça, c'est vraiment pour des grands parcs de bâtiments de plus de 100 000 mètres carrés. Et enfin, le permis d'environnement qui peut aussi rendre obligatoire cette comptabilité énergétique. Donc voilà, plusieurs obligations légales de le faire. Donc ça permet aussi de répondre à cette obligation légale. Et par exemple, si vous devez faire un certificat PEB, ça va vous permettre de diminuer vos coûts en ayant déjà cette comptabilité énergétique que vous faites vous-même. Alors, comment le réaliser? Il y a d'une part un monitoring simple ou d'une part un monitoring avancé. Et donc, le monitoring simple, il peut être fait par encodage manuel ou encodage automatique. Donc, par encodage manuel, c'est quoi? C'est simplement, vous allez physiquement voir vos compteurs en cave, où ils se trouvent dans votre bâtiment et vous relevez l'index qui se trouve sur vos compteurs. Ensuite, c'est important que ces données puissent être analysées, soit via Energy ID, où les graphiques vont se générer automatiquement, soit via un tableau Excel. Une autre manière de réaliser un monitoring, c'est d'avoir un encodage automatique. Donc, c'est encodé toutes les 5 à 10 minutes. Là, j'en parlerai tout à l'heure. C'est soit par des catalogueurs ou par les compteurs intelligents. Là, vous avez un encodage automatique de vos consommations ou quand vous êtes client haute tension, c'est aussi votre fournisseur qui vous avez des systèmes de télé-relevé, vous ne devez pas relever vous-même les consommations. À nouveau, c'est important qu'il y ait une analyse graphique, soit avec une intégration automatique dans Energy ID, ou soit avec un système de monitoring, j'en parlerai tout à l'heure. Et dans ce cas-là, souvent, en tout cas quand il y a des systèmes de monitoring, vous allez avoir un système d'alerte qui va vous alerter en cas d'anomalie, ce qui est toujours intéressant. Le monitoring avancé, lui, ça va être une analyse plus approfondie de vos différents appareils ou types de consommation de votre bâtiment. Donc, vous allez pouvoir faire, par exemple, une analyse sur votre circuit de chauffage, de votre ventilation. Vous allez pouvoir monitorer des appareils électriques forts énergivores pour vraiment pouvoir bien identifier les sources de gaspillage, bien comprendre vraiment comment votre bâtiment fonctionne et quelles sont les sources de consommation d'énergie. Voilà, j'en ai terminé avec mon introduction. Je ne vois qu'il n'y a pas de questions. Thierry, je te laisse regarder le chat. En tout cas, si jamais tu vois des questions, fais-moi signe. Et je ne vois pas de main levée, donc je présume que tout était clair. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, dès que vous avez une question, de lever la main ou de mettre dans le chat. Comme ça, je réponds aux questions au fur et à mesure de la présentation. Donc, maintenant, je vais parler de la plateforme Energy ID. Donc, Energy ID, c'est une plateforme web, donc c'est l'adresse simplement energyid.be. C'est une start-up belge qui a créé cette plateforme, donc c'est un produit 100% belge où vous pouvez réaliser donc ce monitoring énergétique. Il a quand même le grand avantage qu'il offre encore une formule complètement gratuite. Il y a aussi une version premium qui offre davantage de fonctionnalités. Je vous expliquerai un peu voilà, qu'est-ce que la version gratuite peut vous offrir et qu'est-ce que vous avez en plus avec la version premium. Mais la version gratuite est déjà assez élaboré que pour déjà pouvoir faire un bon monitoring énergétique sans devoir payer. Donc, comment vous faites? Vous allez sur le site web, vous créez votre compte gratuit, vous mettez votre adresse mail, login, et vous allez créer un compte par bâtiment. C'est vraiment important d'avoir une fiche par bâtiment. Et donc ici, on vous demande de décrire le bâtiment. Typiquement, c'est important de mettre les mètres carrés, le nombre d'occupations et de décrire aussi votre système, comment vous produisez le chauffage, l'eau chaude, est-ce que c'est produit par électricité, le gaz, etc., pour qu'ils puissent affiner ces paramètres dans l'analyse de vos dossiers.
Ensuite, vous créez vos compteurs. Donc ici, vous avez tous les compteurs énergie, hein. Il y en a, je ne les avais pas comptés, mais il y en a 13. Donc vous avez les compteurs classiques, compteurs d'électricité, monohoraire, biohoraire, compteurs de gaz, mazout, mais vous avez aussi le compteur biomasse, par exemple si vous chauffez au pellet ou aux bûches, ben, vous pouvez encoder ça aussi. Vous avez tous les compteurs aussi pour les énergies, pour la production d'énergie renouvelable, comme le solaire thermique, photovoltaïque, turbines éoliennes, etc., même les batteries. Donc, vous avez vraiment toutes les possibilités de créer des compteurs en ce qui concerne l'énergie. Il y a aussi les compteurs d'eau, donc vous avez la consommation d'eau de ville, de pluie, eau souterraine. Et alors aussi, ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi des compteurs déchets qui vous permettent de monitorer la production des différents types de déchets, PMC, plastique, carton, etc. Et aussi tout ce qui concerne la mobilité. Donc, vous allez pouvoir aussi encoder vos consommations de kilomètres parcourus pour votre institution, par exemple en voiture, vélo électrique, scooter, moto, pour pouvoir vraiment avoir aussi un monitoring de ça, de savoir combien vous consommez, combien vous à ce niveau-là. Donc ça, c'est la création de compteurs. Quand vos compteurs sont créés, ici c'est un cas assez simple, hein, où ils ont un compteur biohoraire jour-nuit, un compteur de gaz, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encoder les consommations. Donc ça se fait assez facilement. Il suffit de mettre la date de l'encodage, vous choisissez la date, vous mettez les relevés et vous faites enregistrer. Il faut savoir qu'on peut aussi encoder avec son smartphone. Donc vous pouvez aussi descendre en chaufferie en chaufferie en cave avec votre téléphone et encoder directement dans votre téléphone pour éviter de copier sur un petit papier et de recopier dans votre ordinateur. Et ce que nous, on conseille de faire quand vous créez vos compteurs, ça c'est vraiment important, c'est d'encoder vos consommations historiques. Donc nous, ce qu'on conseille, c'est d'encoder les consommations de vos 3 dernières factures de régulation. Donc la facture de régulation, c'est la facture annuelle que vous recevez une fois par an, où vous allez avoir les relevés pour avoir vos consommations historiques, vos consommations de référence, en disant, ben voilà, comment évoluent mes consommations par rapport au passé. Sinon, vous partez de rien du tout. Donc, nous, on fait ça. Donc, on fait un diagnostic, on encode toujours les consommations des 3 dernières années. Et donc, il suffit de, voilà, mettre, par exemple, ici, 14/10/2019. Vous voyez cette date dans votre facture et vous encodez le relevé qui est indiqué dans votre facture à ce niveau-là. Il y a moyen aussi, bon ça, voilà, pour ceux qui sont en tension, d'importer aussi les données sur base de fichiers Excel quand vous avez des relevés tous les mois, mais ça, contactez-nous, on vous expliquera ça concrètement, je ne vais pas entrer dans les détails. Donc ça, c'est pour les relevés. Donc, quand vous avez fait encoder vos consommations, ben, la première chose à regarder, c'est votre profil de consommation. Ici, on voit pour 2023, pour cette structure, donc c'est un centre d'hébergement pour personnes handicapées, on voit qu'ils ont, euh, sur une année, en 2023, ils ont consommé 90 693 kWh, donc ça fait plus ou moins l'équivalent de 9 000 m3 de gaz pour le gaz et 14 800 pour l'électricité. Et donc, en tout, ils ont 105 000 kWh ou 105 MWh. Ils ont consommé 105 MWh pour leur bâtiment en 2023. Il y a aussi un aperçu par compteur qui est vraiment intéressant. On voit ici qu'en fait, 86% de leur consommation, c'est pour le gaz. Ce qui est assez classique, hein. Dans le secteur marchand, en général, c'est 70% pour le gaz et 30% pour l'électricité. On consomme toujours plus pour se chauffer que pour les autres postes. Se chauffer, ici, il y a aussi l'eau chaude sanitaire. Et ensuite, vous avez les deux électricité jour-nuit, hein, compteur bi-horaire. Donc, électricité jour, 7,2%. Donc, jour, en fait, c'est ce qu'on appelle les heures pleines. C'est du lundi au vendredi de 7 à 23 heures, ou ça dépend un peu les communes. Parfois, ça peut être de 6 à 22 heures. Ça, c'est à vous de voir avec votre fournisseur. Et électricité nuit, 6 à 9%, c'est les heures creuses, ça veut dire la nuit et le week-end. Et donc, comme ici, c'est un centre d'hébergement, ce ratio est assez logique. Ça aurait été le cas d'une école, par contre, là, ou d'une crèche, on pourrait se dire, comment ça se fait qu'on a des consommations de nuit aussi élevées alors que la crèche, elle est fermée la nuit et le week-end. Donc là, il est temps de se poser des questions et d'aller un peu investiguer sur qu'est-ce qui consomme la nuit. Mais ici, dans ce cas-ci, il n'y a pas à s'alarmer en voyant ça. Alors, premier graphique qui est généré. Donc ici, c'est les consommations d'électricité. On va surligner électricité et j'ai mes 12 mois de l'année, hein, donc de janvier à décembre pour 2023. Et en vert, c'est ce que j'ai consommé en 2023, donc mois par mois. On voit l'évolution, hein, comment ça augmente, comment ça évolue de mois en mois en l'année.
Et qu'est-ce que c'est le vert clair? Ça, c'est les consommations attendues. Donc, c'est les consommations de l'année précédente. C'est ce qu'on aurait consommé si on avait consommé comme l'année passée. Donc, ça, clairement, c'est les consommations en fait en vert clair ici de janvier 2022. Donc, c'est vraiment intéressant parce que vous allez pouvoir dire, tiens, par rapport à l'année passée, où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai consommé moins ou plus? Et ici, on a l'évolution. Donc, on a la tendance. Donc, ici, cette institution, ils sont à moins 9%. Et donc, ici, ces données vont être seulement fiables si, à 100% fiables, et j'ai le petit écrit qui est au vert, si en 2022, j'ai déjà bien réalisé un encodage mensuel. Si j'ai eu mes facturisations, ben ça, c'est le logiciel qui va un peu répartir en fonction voilà, de ce qu'on consomme par mois. Mais donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de faire un encodage mensuel pour vraiment pouvoir vous dire, ben, OK, qu'est-ce que j'ai consommé par rapport à l'année avant? Si vous faites un encodage tous les 2-3 mois, ben, vous n'aurez pas des données aussi précises, évidemment. Ici, ben, j'ai le même graphique pour le gaz. Et donc, j'ai à nouveau en bleu foncé mes consommations de 2023. En bleu clair, c'est les consommations 2022. J'ai ma tendance. Mais attention que vous vous rendez bien compte que les années climatiques ne sont pas les mêmes. Hein. Il y a des années plus froides que d'autres. On a des hivers beaucoup plus rigoureux que d'autres. Et donc, comparer les consommations de gaz d'une année à l'autre, c'est pas si fiable que ça. Et donc, comment est-ce qu'on peut comparer ces consommations de combustible d'une année à l'autre? Ben, pour ça, il faut vraiment gommer le facteur climatique en normalisant ces consommations. Et comment est-ce qu'on va normaliser ces consommations? On va utiliser les degrés jours. Donc, les degrés jours, c'est vraiment un indicateur de besoin de chauffage. Hein. Ils sont calculés automatiquement par l'IRM. Ici, c'est les degrés jours d'UCLE. Donc, les degrés jours 16,5, 16,5. Et donc, ce qu'il faut retenir au niveau des degrés jours, c'est au plus l'année est froide, au plus le nombre de degrés jours est important. Donc, si je regarde ici mes dernières années, hein, entre 2017 et 2021, on voit par exemple que 2020, il n'y a pas beaucoup de degrés jours. En 2021, il y en a beaucoup plus. Donc, 2020, oh, j'ai été un peu trop vite. 2020 a été une année chaude et 2021 une année beaucoup plus froide. Et ici, ma ligne en orange, c'est ma moyenne qui a été calculée en 2016 des 30 dernières années. Et donc ici, c'est pour se situer un peu par rapport à la moyenne. Et on voit que clairement, là, les 4 années ici sont clairement en dessous de la moyenne. Malheureusement, je n'ai pas pu mettre ce graphique à jour. Muriel, oui. Muriel, est-ce que tu penses que tout le monde a bien compris ce que c'était que 16,5, 16,5 dans les degrés jours? Ah oui, ça, je n'ai pas faut pas expliqué expliquer. 16,5, ce que c'était. Donc, les degrés jours 16,5, si on calcule quelque part la quantité de besoin, le nombre de degrés jours, le besoin de chauffage qu'on a pour se chauffer quand il fait 16,5 degrés dehors. On considère qu'on a besoin de se chauffer quand il fait moins de 16,5 degrés. Dès qu'il fait moins de 16,5, ben, il faut se chauffer. Je ne sais pas, Thierry, si tu veux le réexpliquer autrement. Non, non, c'est ça. Mais en fait, c'est vraiment l'écart. Enfin, à partir de quel seuil de température il faut rajouter de la chaleur, donc chauffer le bâtiment. Et donc, c'est le nombre de degrés d'écart par rapport à ces 16,5 que multiplie le nombre de jours où il y a besoin de chauffer. Et c'est ça qui donne ce chiffre dans les 2000 et quelques. C'est le nombre d'heures que multiplié par le nombre de degrés. Oui, il y a des degrés jours 15-15 aussi, où là, on calcule qui est plus pour des besoins des bureaux, par exemple des bureaux qui ont moins de besoin de se chauffer que des maisons de repos. Alors, on utilise 15-15, on considère qu'il faut se chauffer quand il fait moins de 15 degrés dehors. Mais voilà, ici, de toute façon, dans Energy ID, c'est qu'il utilise directement les degrés jours les plus appropriés. Vous ne devez pas vous en soucier, mais c'était pour bien comprendre le concept. Et donc, je disais que sur le site du gaz naturel, il n'y a malheureusement plus les degrés jours 16,5, 16,5, donc je n'ai pas pu mettre le graphique à jour, mais 2022 et 2023 ont été aussi des années chaudes, un peu moins chaudes quand même que 2020, mais relativement chaudes. Donc, on reste vraiment dans des années assez chaudes ces derniers temps, malheureusement. Enfin, voilà, ça c'est. Voilà, on parle souvent on entend souvent voilà, que l'année était très très chaude, mais ça se visualise vraiment bien en regardant les degrés jours. Donc ici, ça c'était mes degrés jours annuels. On calcule évidemment, les degrés jours se calculent par jour, donc on peut les calculer par mois. Ici, on a une année, c'était 2019, on voit les degrés jours par mois de janvier à décembre. Ben, comme on peut s'y attendre, il y a beaucoup plus de degrés jours les mois d'hiver qu'au printemps. Et normalement, voilà,
en été, on n'a pas du tout. On n'a pas besoin du tout de se chauffer, sauf si vraiment l'été est vraiment pourri, comme on dit. Donc, ça, c'est les degrés jour par mois. Donc ici, si maintenant, par rapport à graphique d'avant, j'ai cliqué sur normalisation, je vois que mes données sont normalisées. Et donc, ça, c'est vraiment ce graphique où on compare avec climat équivalent. Donc, 2023 par rapport à 2022 à climat équivalent, j'étais à moins 21%, je passe à moins 23%. Ça ne fait pas une grande différence. Je vais vous montrer un cas dans 2 minutes où là, il y a une grande différence parce que 2022 et 2023 étaient des années assez similaires au niveau climatique. Et donc, quand on normalise, ça ne va pas changer, mais bon, 2%, c'est toujours ça vaut toujours la peine de le faire. Et aussi, donc, avant de passer à l'autre cas, j'ai entouré ici ces mois ici parce que ce sont tous les mois d'été, en fait, ou de juin à septembre, où normalement on ne doit pas trop, quasiment pas se chauffer. Et donc ici, ils ont encore des consommations importantes. Comme c'est un centre d'hébergement et qui se chauffe au gaz, quelque part, c'est les consommations pour l'eau chaude. On espère, ça vaut la peine de vérifier aussi qu'ils ne se chauffent pas quand même pendant cette période. Mais donc, c'est important de regarder ici les mois d'été, qu'est-ce qu'on consomme. Et à nouveau, si on avait été une école, où ben voilà, en juillet-août, ben, il ne faut rien consommer. Et où il n'y a pas de, ou un bâtiment où il n'y a pas de chaude sanitaire, ben, toute cette période-là, il ne faut pas avoir de consommation. Donc, je vais prendre un autre cas. Ici, c'est 2021, c'est consommation 2021 par rapport à 2020. Et on voit qu'ici, c'est un centre de formation par le travail, qu'ils augmentent leur consommation d'11%. Et pourtant, en plus, ils ont pris des mesures pour diminuer les consommations. Donc, c'est un petit peu décourageant de se rendre compte qu'on a augmenté. Mais attention, ils n'ont pas normalisé. Hein, donc, on n'a pas la petite flèche bleue. Ici, en normalisant, en fait, là, on passe de moins 11% de plus 11% à moins 16%. Et donc, finalement, en fait, à climat équivalent, ils ont diminué de 16% leur consommation d'énergie. Et donc là, il y a vraiment une grande différence et on voit que comparer ces consommations d'une année à l'autre sans normaliser, on peut être complètement biaisé. On peut penser qu'on a augmenté alors qu'en fait, on a diminué. Et c'est dû au fait que, souvenez-vous, dans mon petit graphique ici, on voyait 2021 très froid, 2021 chaud. Et donc forcément, en comparant à climat équivalent, forcément, j'ai consommé plus en 2021 parce qu'il a fait beaucoup plus froid qu'en 2020. Mais en fait, à climat équivalent, j'ai diminué mes consommations. Et donc, c'est vraiment important de comparer ces consommations, en tout cas de combustible, d'une année à l'autre, en normalisant les consommations. Donc, est-ce que c'était clair, là, ici, la normalisation? Oui. Bon, toujours pas de questions. Donc, je continue. Ici, maintenant, c'est un graphique pour les consommations d'eau. On voit ici, au mois de février, j'ai plus 61% de consommation par rapport au mois de février de l'année précédente. Et ce n'est pas une petite différence. Hein. On est à 78 mètres cubes, donc ça fait 78 000 litres d'eau en plus que le mois d'avant. Il n'y a pas eu de changement au niveau de comportement, d'usage de l'eau, et donc forcément, il y a une fuite. On ne consomme pas 78 000 litres en plus sans qu'il y ait un changement significatif. Et donc là, du coup, ils ont investigué et ils se sont rendus compte que c'était simplement un petit boiler électrique sous évier qui avait une fuite, et donc l'eau repartait, il y avait l'eau qui repartait en continu vers les égouts, et donc il y avait comme si le robinet d'eau était ouvert en permanence. En plus, là, ils voyaient qu'ils augmentaient aussi leur consommation d'électricité parce que le boiler, il fonctionnait tout le temps. Il réchauffait tout le temps de la nouvelle eau qui rentrait et donc il n'arrivait jamais à température. Et donc là, ici, on voit qu'ils ont quand même mis 3 mois avant de s'en rendre compte qu'il y avait cette fuite. Ils auraient pu encore agir plus vite, mais c'est toujours beaucoup. Ici, Energy ID, normalement, dès le premier mois de la fuite, vous vous rendez compte qu'il se passe quelque chose, vous pouvez investiguer, alors que si vous ne faites pas ça, vous allez attendre de votre facture Vivaqua, de voir que votre facture ont doublé, d'avoir vraiment la douche froide, et puis là seulement commencer à investiguer la fuite. Donc, ça vaut vraiment la peine de faire au moins un relevé mensuel de vos consommations d'eau. Ici, maintenant, ce sont des graphiques. Donc, c'est toujours tout ça est toujours dans la version gratuite d'Energy ID. Ce sont des graphiques qui sont générés
pour une production pour des panneaux photovoltaïques. Donc, des panneaux photovoltaïques, ce sont des panneaux solaires qui produisent de l'énergie, produisent de l'électricité. Et donc, ce graphique va présenter la production d'énergie, d'électricité par mois. On a à nouveau nos 12 mois de l'année, hein, de janvier à décembre. On voit que assez logiquement, ça fait une cloche. Mais forcément, à la belle saison, on produit plus d'électricité qu'en hiver, mais il y a plus de soleil, mais c'est surtout que les rayons du soleil sont beaucoup plus forts et donc produisent plus d'énergie. Mais attention, ici, je n'ai pas eu ma correction climatique. Il y a aussi une correction climatique pour les panneaux solaires qui tient compte du rayonnement solaire. Et donc ici, on voit qu'en fait, par rapport en 2023, par rapport à 2022, ma production a chuté de 12%. On se dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai un problème dans mes panneaux? Maintenant, le même graphique où on normalise les consommations. Là, j'ai plus qu'une diminution de 5%. Et comme c'est une vieille installation, on peut se dire que c'est une évolution normale que la production diminue. Et ici, voilà, ça, j'ai vraiment ici ma consommation, ma production à climat équivalent. Et c'était assez logique en 2023, en fait, la consommation, la production avait diminué. Bon anniversaire. Ah zut. On fait manger ta tarte, je me disais qu'il vient. Voilà, je vais couper le micro. Voilà. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'était assez logique parce qu'on voit ici qu'on avait peu produit en 2023 par rapport à 2022. On voit en juillet-août, les productions sont assez faibles. Mais voilà, je ne sais pas je sais pas si vous étiez ici en juillet-août, mais il a fait très pluvieux, très gris, c'était un peu un été pourri. Et donc, normalement, ce sont des mois où on produit beaucoup. Et là, on voit qu'on produit même moins qu'en septembre, en août, alors que logiquement, ben, les rayons solaires sont plus forts en août. Donc ici, on voit que ben, il y a eu moins de soleil pendant des mois où on est censé produire vraiment beaucoup. Donc ça, c'est pour les panneaux solaires. Toujours pour les panneaux solaires. Ici, donc c'est pour un ménage, ça c'est leur consommation d'électricité. On voit que le graphique est un peu bizarre, hein, donc à partir de mars, en fait, mon graphique est à l'envers, hein, donc mes barres horizontales sont en dessous de l'axe des zéros. Et donc, qu'est-ce que c'est? En fait, comment est généré ce graphique? En fait, ce graphique, il tient compte de l'injection au réseau. Donc, qu'est-ce que j'ai? Donc, voilà, j'explique peut-être comment fonctionnent des panneaux photovoltaïques. Donc, des panneaux photovoltaïques, ils vont produire de l'énergie. Ils sont reliés à un compteur électrique, donc vous pouvez autoconsommer cette énergie. Donc, si vous consommez, ben, vous allez consommer directement ce qui est produit. Mais si vous ne consommez pas autant que vous produisez, ben, le surplus de la production, il va être réinjecté au réseau. Et donc là, vous revendez votre surplus de production que vous n'avez pas consommé à votre fournisseur d'énergie. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'injection au réseau. C'est ce surplus de consommation qu'on réinjecte au réseau et qu'on revend. C'est quand même intéressant. Donc, ici, comment calculer ce graphique? Et donc, il va soustraire de cette injection au réseau le prélèvement, donc ce que le ménage a dû consommer quand leurs panneaux ne produisaient pas suffisamment ou pas du tout. Donc, parce que là, même en été, même quand on produit beaucoup, ben, il y a toujours, par exemple, à 6 heures du soir, les panneaux ne produisent plus rien. Ben, on fait aller, on a besoin évidemment d'électricité pour cuisiner, etc. Et donc, on va consommer. Et donc, ici, on voit que ce ménage, en fait, tous ces mois-là, ils ont plus produit, ils ont plus injecté sur le réseau qu'ils n'ont consommé. Et donc, ils sont quelque part ici en négatif sur le tableau. Donc, ce qui est très positif parce que ça veut dire que finalement, ils ont finalement beaucoup plus produit qu'ils n'ont consommé. Et donc, ça, c'est pour ce graphique. Et on voit un autre graphique encore, toujours pour la même installation photovoltaïque, qui lui est généré uniquement en version premium. C'est le graphique d'autoconsommation. Donc, on voit de nouveau les 12 mois de l'année. En bleu clair, c'est ma production, que ce que j'ai produit. On voit ma cloche, hein, la même cloche que tout à l'heure. Et en bleu foncé, c'est mon autoconsommation. Donc, il va calculer tous les mois ce que j'ai autoconsommé. Ici, on voit que le ménage consomme qu'une petite partie. Dans le tertiaire, en général, on peut consommer quand même beaucoup plus quand on a vraiment une grosse consommation. Et donc, vous avez ici le total de l'autoconsommation et le total de la production. Donc, ils ont autoconsommé 302 kWh, soit 16%. Ici, toujours pour le même ménage, pour la même maison, on a de nouveau notre profil de consommation. Donc, qu'est-ce qu'ils ont comme dans leur consommation? Ben, ils consomment quand même du gaz hein, pour se chauffer, l'eau chaude sanitaire, 5000 kWh.
énergie solaire, donc par leurs panneaux, donc 1900 kWh ont été produits par les panneaux. Ce qu'ils ont dû quand même prélever au réseau, 810 kWh, et ce qu'ils ont injecté au réseau, 1600 kWh. Et donc, on voit ici que même sans ce graphique d'énergie de premium, d'énergie ID premium, on peut calculer l'autoconsommation. Donc, il suffit de calculer quelque part combien j'ai produit, qu'est-ce que j'ai injecté au réseau, ben, le reste, c'est ce que j'ai autoconsommé. Donc, on soustrait de 1939 1637 et j'ai 302 kWh d'autoconsommation. Donc, finalement, vous savez, sur base de ça, calculer votre autoconsommation. Donc, tout ça, c'est vraiment des graphiques vraiment super utiles pour pouvoir un peu monitorer votre installation. Ça va vous permettre d'une part de dire, ben, tiens, combien j'autoconsomme? Est-ce que mon installation n'est pas défaillante? Est-ce qu'il n'y a pas une panne technique, etc. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir faire ce suivi. Est-ce qu'il y a des questions? Je continue. Ah, il y a une main levée. C'est qui qui a la main Voilà, levée? donc c'est ici, voilà. J'avais une question, donc c'était par rapport à, donc, à la consommation d'énergie, donc pour le chauffage. Donc on parle du gaz, mais par exemple pour le mazout, comment on peut faire des relevés vu qu'on fait des livraisons une fois par an ou 2 fois par an? Donc pour faire des relevés, une estimation de la consommation, je ne vois pas comment on peut faire. Oui, oui, tout à fait. Effectivement, j'en ai pas parlé. Donc, pour le mazout, ce que vous pouvez faire au minima, c'est d'encoder, donc sur Energy ID, dans les compteurs mazout, vous pouvez encoder vos différentes livraisons. Évidemment, si c'est qu'une livraison par an, vous ne serez pas à avoir une analyse aussi fine. Vous aurez juste vos consommations annuelles. Et donc, vraiment, si vous voulez faire un monitoring des consommations pour le mazout, il faut mettre une jauge assez précise dans votre cuve ou mettre des compteurs d'énergie au niveau de votre chaudière. Mais juste sur base des livraisons, vous n'allez pas pouvoir faire un monitoring comme on fait ici. OK, il me semblait bien, oui. Oui. OK, Donc ça, merci. il faut soit avoir une jauge très précise ou des compteurs d'énergie. D'autres questions? Sinon, je continue. Je crois qu'il est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Je regarde. Oui, ça va. Mon collègue a répondu. Parfait. Donc, je continue. Voilà. Alors, maintenant, on passe à la version premium de Energy ID. Thierry, tu m'entends? Oui, je t'entends. Est-ce que tu peux vérifier que c'est bien enregistré? Parce que je suis dans la nouvelle version de Teams Il y et je avait vois... Si, il y a un enregistrement en cours. Ah, ok, 1 h super. Et 16, c'est bon. d'habitude, dans l'ancienne version, je voyais... Ah, ben oui, je vois ici. Ok, je vois le petit rouge. Parfait. J'avais un petit doute. Ok, donc maintenant, on passe à la version premium, donc qui est payante. Hein, je vais vous dire, c'est 4 € par mois par bâtiment. Comme ça, vous voyez un peu ce que ça coûte. Donc, dans la version premium, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous pouvez créer vous-même vos propres graphiques. Vous pouvez créer vos propres graphiques en fonction de l'information que vous voulez avoir, en fonction des travaux que vous avez réalisés. Et par exemple, dans la rubrique suivi des résultats, ici, j'ai créé un graphique pour une institution où nous, on a fait Bruxelles, on a fait la visite le 4 octobre 2021 et j'ai créé un graphique pour voir l'évolution des consommations de gaz depuis la visite Bruxelles en disant, bah, tiens, on a fait la visite, est-ce que depuis lors, est-ce que ça a eu un impact sur la consommation? Et donc, le graphique va prendre la période de référence comme période de référence 1 an avant la visite et ensuite, il va générer un graphique, on va voir l'évolution. Donc, en orange, c'est leur consommation et en gris clair, c'est ce qu'ils auraient dû consommer si la consommation avait été la même qu'avant la visite, et évidemment en climat équivalent. Ils normalisent les consommations vu qu'on est dans du gaz, sinon ça ne voudrait pas dire grand-chose. Et donc ici, on voit que voilà, dès la visite, j'ai eu quand même, on va dire, 10% d'économie. Et puis, il y a encore un décrochage ici où les économies augmentent, ce qui est très positif. Et en fait, ici, c'était c'est un bâtiment assez récent, complètement isolé, ce qui est assez rare, avec des installations techniques assez compliquées. Et donc,
Ils avaient entre autres la chaudière qui condensait jamais parce qu'il y avait un retour, une boucle d'eau chaude sur le circuit primaire où il y avait tout le temps de l'eau chaude qui revenait à la chaudière, donc ça n'avait pas condensé, tout ça. Donc, ils ont fait venir un bureau d'études qui, avec le chauffagiste, ont adapté la régulation, adapté un peu le schéma hydraulique. Et ça a eu lieu justement ici en octobre 2022, un an après la visite. Et donc, je peux aussi m'amuser à refaire un nouveau graphique où je dis, depuis cette visite en octobre 2022, par rapport à avant la visite Bruxelles, combien j'ai économisé. Et donc, on voit qu'ils étaient à moins 30%. Et si on regarde vraiment les consommations après la visite, ils sont à moins 41% avant Bruxelles. Et donc, c'est vraiment hyper intéressant parce que si à nouveau, on reprend le cas, vous isolez votre toiture, vous pouvez vraiment vous dire, ben, tiens, qu'est-ce que j'économise depuis que j'ai fait ça? Et vous pouvez voir aussi quand vous faites des événements dans le temps, vraiment tous les événements qui font que chaque fois, ça a des répercussions évidemment sur vos consommations. Donc voilà, ça c'est les graphiques qui peuvent être générés. On en revient aux consommations de gaz. Ici, ce sont mes consommations annuelles de 2018 à 2023 non normalisées. 2018, c'était qu'une demi-année. Ils ont commencé l'encodage en cours d'année, donc elle ne tient pas. Et donc, on voit ici l'évolution. On voit que 2019, on diminue un peu en 2020. On ne comprend pas pourquoi on réaugmente en 2021. Il n'y a pas de raison, mais on réaugmente. Et là, il y a une nette diminution il y a une nette diminution. Mais à nouveau, nos consommations ne sont pas normalisées. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez avoir avec la version premium? C'est l'évolution sur plusieurs années en consommation normalisée et non normalisée. Et donc ici, on a le même bâtiment. De nouveau, en bleu clair, j'ai mes consommations non normalisées. On voit la diminution en 2020, la réaugmentation en 2021, la redescente assez nette vers 2023. Et en normalisé, on voit en bleu foncé qu'en fait, et on voit ici, 2019 et 2020 sont consommations identiques. On est à 2020 par rapport à 2019, on est à plus 0,4%, donc c'est vraiment anodin. On augmente en 2021 de 11%, et puis on diminue très fortement. On a vraiment ici chaque fois en plus les pourcentages par rapport à mon année de référence. Donc, je peux vraiment avoir ici mon année de référence 2019 et je vois chaque année l'évolution par rapport à 2019. Donc, c'est vraiment intéressant quand vous faites une gestion de l'énergie dans le long terme et que vous avez votre année de référence, vous allez vraiment pouvoir voir année par année quelle est votre évolution par rapport à cette année de référence. Et donc, vous avez ici normalisé, non normalisé. Donc, ici, ben voilà, 2020, peu, et donc peu chaude, froide, et donc ce qui explique effectivement le changement entre non normalisé et normalisé. Ici, oui, ici, j'ai un autre bâtiment où là, j'ai mes consommations depuis 2017 et 2023. Quand on regarde en non normalisé, en fait, ça peut même un peu, comme ici, les variations ne sont pas aussi nettes que de l'autre côté où il y avait un moment une grande diminution. Ici, si on regarde les colonnes bleues, on voit qu'en fait, par rapport à mon année de référence, il y a une diminution. On réaugmente en 2021 et puis on réaugmente en 2022-2023. On dit ben, c'est positif, quelque part on diminue, mais quand on regarde en normalisé, en fait, on se rend compte qu'en 2022-2023, on ne diminue pas. En fait, par rapport à 2021, on augmente même un petit peu parce que c'était des années assez chaudes 2022-2023, beaucoup plus chaudes que 2021. Et donc, à climat équivalent, en fait, on consomme plus. On n'a pas profité que l'hiver était doux pour consommer moins. Et donc, ici, on est presque induit en erreur quand on regarde l'évolution dans le temps. Ici, on est sur 7 années de ce bâtiment non normalisé. On a parfois l'impression qu'on diminue, alors qu'en fait, en normalisé, on augmente. Idem ici pour 2020. C'est assez bizarre, c'est que 2019 et 2020, ils ont la même consommation, alors que 2020 était beaucoup plus doux. En normalisé, du coup, ils augmentent parce qu'ils n'ont pas profité que c'était une année douce. Et donc là, clairement, moi, quand je vais les avoir au téléphone, maintenant que j'ai ce graphique-ci qui est généré par Energy ID, je vais leur dire, ben, là, clairement, votre régulation n'est pas bonne. En fait, vos courbes de chauffe sont sans doute beaucoup trop hautes. Donc, l'eau qui est envoyée la nuit dans les radiateurs, la journée est trop chaude. La nuit, le bâtiment continue à chauffer et vous devez, quelque part, quand il fait doux dehors, envoyer de l'eau beaucoup moins chaude dans vos radiateurs. Donc, ici, on se rend compte que la régulation n'est pas bonne avec
une évolution comme ça des consommations. Donc voilà, ici, on est pour l'électricité, on a à nouveau le même graphique avec l'évolution dans le temps de l'électricité. Les consommations sont aussi normalisées, mais dans ce cas-ci, comme il ne se chauffe pas l'électricité, ben, la normalisation n'a pas d'impact. On a la même consommation en normalisé, non normalisé, vu que, a priori, le climat n'a pas vraiment d'influence sur les consommations d'électrique quand on ne se chauffe pas l'électricité. Évidemment, tout ça va évoluer avec la pompe à chaleur, etc. Dans ce cas-là, évidemment, ça a une influence. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais passer au benchmarking. Donc, ce qui est vraiment important ici, dans Energy ID, à plusieurs endroits, vous voyez vos consommations annuelles normalisées. Donc, vous voyez ce que vous consommez. Et donc, c'est important quand on a ces consommations annuelles, quand on a les mètres carrés chauffés, ben, on fait un petit ratio, on diminue les consommations par les mètres carrés et on a ce qu'on appelle la consommation spécifique. Donc, c'est vraiment ma consommation par mètre carré. Et c'est intéressant d'aller se comparer aux autres, de se dire, ben, tiens, finalement, est-ce que mon bâtiment, il est plutôt peu énergivore, fort énergivore? Et ici, je vous ai mis un peu les moyennes par secteur. Donc, pour Bruxelles, ici, par exemple, j'ai l'enseignement, les crèches, les maisons de repos. Et donc, j'ai chaque fois ces consommations spécifiques, donc ces consommations par mètre carré. Par exemple, pour une maison de repos, on est à 53 kWh par mètre carré en électricité et 187 kWh pour le gaz. Donc, nous sommes toujours plus pour se chauffer en général que pour l'électricité. Vous avez ici la taille de l'échantillon et la surface moyenne. On a aussi donné pour une série de secteurs nos données Bruxéo sur base de nos scans énergie, parce que ceux-ci sont les données de la région de Bruxelles-Capitale, mais les sous-secteurs n'étaient pas si bien représentés. Par exemple, les bureaux n'étaient pas vraiment représentatifs de notre secteur. C'est des immenses bureaux dans des grandes tours, etc., alors que nous, on a plutôt des petits bâtiments. Et donc, c'est intéressant d'aller se comparer. C'est évidemment important aussi, quand vous avez plusieurs bâtiments, de comparer vos bâtiments entre eux. Pour chaque bâtiment, vous savez ce que vous consommez. Vous calculez les mètres carrés, vous regardez par bâtiment pour voir, tiens, quels sont les bâtiments les plus énergivores. Donc ça, c'est vraiment important d'analyser ça et d'interpréter aussi, d'essayer de comprendre pourquoi finalement, parfois, si on voit qu'un bâtiment, vous avez une grosse consommation par mètre carré de combustible, mais que le bâtiment est quand même correctement isolé, c'est une anomalie au niveau des installations techniques. C'est qu'il faut aller voir au niveau de la régulation ce qui se passe, que c'est anormal d'avoir une consommation aussi élevée par rapport au niveau d'isolation du bâtiment. Mais tout ça, ben voilà, Bruxelles, on peut vous aider évidemment là-dedans pour interpréter les résultats et essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Donc voilà, pour terminer Energy ID, ben, il y a le coût de la licence. Donc ça, j'ai pris le tableau qui se trouve sur le site web de Energy ID, donc il n'y a pas de... voilà, je vais simplement lire ce qui est indiqué. Donc, il y a toujours la version gratuite. Donc, vous pouvez ne rien payer, mais vous pouvez avoir maximum 2 bâtiments par login. Donc, quand vous avez plusieurs bâtiments, vous êtes obligé de passer une version payante. Et c'est important d'avoir tous les bâtiments sur le même login pour pouvoir aussi comparer vos bâtiments entre eux. Vous créez un groupe avec vos bâtiments. Et vous pouvez avoir maximum 10 compteurs par bâtiment. Donc, c'est quand même assez rare de dépasser plus de 10 compteurs. Mais si on fait tous les déchets, tout ça, ben, on arrive facilement à plus de 10 compteurs par bâtiment. Donc, c'est l'appareil connecté. Et donc, vous pouvez avoir toutes les analyses que j'ai montrées au début, jusqu'aux panneaux solaires photovoltaïques. C'était toute la version gratuite avec ces graphiques où on voyait l'évolution mois par mois des consommations de gaz, d'électricité, etc. Vous avez la correction climatique. Dans la version premium, là, vous avez les graphiques que j'ai montrés ici, de suivi des résultats. Tous ces graphiques-ci, on voit l'évolution par année en normalisé, gaz, électricité. Vous allez avoir aussi, ça j'ai en parlé, point de quart horaire, un peu une analyse assez succincte de votre point de quart horaire. Et version premium, ça c'est vraiment pour ceux qui veulent analyser très en approfondi la point de quart horaire. J'ai en parlé d'ici un quart d'heure. Donc ça, voilà, à moins que vous vouliez faire ça, il n'y a pas vraiment de raison de prendre la version premium. Et donc c'est 4 € par mois hors TVA la version premium. Pour avoir accès à Energy ID. Donc voilà, on peut dire que c'est quand même assez très bon marché par rapport à toutes les fonctionnalités qu'il offre et tout ce logiciel qui a été développé, qui nécessite vraiment beaucoup d'heures de travail. Donc,
c'est un peu logique de devoir quand même contribuer si on veut avoir la version premium. Mais donc voilà, ça c'était pour le coût de la licence. Donc, moi, j'en ai fini avec Energy ID. Je vais passer à la partie suivante, sauf s'il y a encore des questions. Ah oui, 116. Oui, effectivement, il a... Oui. Alors, pour répondre à la question 116 mètres carrés de surface en crèche, vous avez beaucoup trouvé de crèches énormes. C'est vrai que ça semble beaucoup, 1700 mètres carrés, 42 crèches. Et ça, c'est vraiment les données ce ne sont pas nos données. Donc, ce sont les données de la région de Bruxelles-Capitale. Mais effectivement, le chiffre semble assez surprenant, je suis d'accord. Donc, à vérifier. Mais ce ne sont pas nos données à nous. OK. Alors, donc maintenant, on va passer compteur intelligent et data logger. Donc, les comptes. Alors, le compteur intelligent, tout d'abord. Donc, le compteur intelligent, ben, tout d'abord, il ressemble à ça. Donc, un compteur intelligent, il a il ressemble exactement à ça. Donc, c'est un compteur digital. Et pourquoi on dit qu'il est intelligent? C'est qu'en fait, il va enregistrer et communiquer directement les données de vos consommations au gestionnaire de réseau. Donc, pour l'instant, à Bruxelles, il y a des compteurs intelligents uniquement pour l'électricité. Donc, il n'y a pas de compteur intelligent ni pour l'eau ni pour le gaz. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il faut savoir, c'est que maintenant, l'installation est gratuite dans tout Bruxelles par Sibelga. Donc, si vous n'avez pas encore de compteur intelligent, il suffit de demander son installation gratuite. Il se pourrait que vous ayez déjà un compteur digital, un petit compteur avec un cadran avec des chiffres, mais qui soit non intelligent. C'est assez quand même courant. Tous ceux qui ont eu des panneaux photovoltaïques il y a 10-15 ans, on mettait déjà des compteurs digitales, mais non intelligents, ça veut dire que voilà, vous devez, la seule façon de pouvoir connaître les consommations, c'est de faire un relevé manuel. Alors qu'ici, ben, quelque part avec le compteur intelligent, ben, votre fournisseur d'énergie ou Sibelga ne doit plus faire de relevés manuels. Sibelga a directement les informations de consommation et il les transmet à votre fournisseur d'énergie. Donc ça, c'est vraiment, il n'y a plus ce relevé manuel qui est nécessaire, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans notre cas, on ne doit plus réaliser non plus le relevé compteur manuellement soi-même. Alors, donc, qu'est-ce que va mesurer ce compteur intelligent? Ben, il mesure la consommation d'électricité, mais aussi l'injection. Donc, on a des panneaux photovoltaïques, le surplus de consommation dans le réseau en heure creuse, en heure pleine. Donc, c'est donc un compteur à 4 chiffres. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous pouvez le connecter directement à Energy ID. Il suffit d'acheter un dongle qui permettra, donc un dongle, c'est donc un petit appareil qu'on va venir connecter ici. Hein, donc, il y a un petit clapier, vous connectez un petit appareil qui va en fait transmettre directement vos données à Energy ID. Donc, vous n'avez plus besoin d'encoder manuellement dans Energy ID. Vos données de votre compteur intelligent vont être directement intégrées dans Energy ID. Donc, ce qui est vraiment super parce que vous allez pouvoir du coup faire une analyse graphique, non plus par mois, mais par jour, parce que donc là, vous aurez vos données journalières dans Energy ID. Vous allez aussi pouvoir analyser votre point de quart horaire, donc le quart d'heure du mois où la puissance a été la plus élevée. Et donc ici, j'enverrai la présentation. J'ai mis 2 liens pour acheter ces Dunkel. Donc ici, ils sont à 28 €, donc c'est vraiment pas très cher. Celui-ci à 102 €. Et ce sont des appareils voilà, qui sont 100% compatibles avec Energy ID. Donc si vous avez un compteur intelligent, ben voilà, ça vaut vraiment le coup de faire ça parce que comme ça, vous ne devez plus relever manuellement. Surtout que c'est assez fastidieux de relever manuellement avec les chiffres qui bougent, etc. Donc ça permet voilà, d'avoir une analyse aussi assez fine par jour de vos consommations et de votre injection au réseau aussi, prélèvement au réseau et tout ce qui concerne l'énergie solaire.
Il faut savoir aussi que les compteurs intelligents, ils sont connectables à des systèmes de gestion de l'énergie. Donc, des systèmes de gestion de l'énergie, ce sont voilà, des sociétés qui offrent un dongle, mais avec aussi une petite application sur téléphone, sur ordinateur qui va analyser vos consommations. Et donc là, ils peuvent faire un enregistrement. Souvent, ils font un enregistrement par quart d'heure, voire moins. Vous pouvez avoir des systèmes d'alerte. Ils vont analyser aussi la production, l'injection au réseau. Et quand on a un compteur intelligent, ces petits systèmes d'énergie ne sont pas encore trop onéreux. Vous allez avoir un achat, voilà, pour 120 €, vous pouvez déjà avoir un achat et vous devrez payer un abonnement annuel pour avoir l'application, hein, pour pouvoir avoir la petite application qui va générer des graphiques qui sera en général voilà, de 60 €, voire plus. Donc, sur ma console à la loupe, là, sur le site de Sibelga, qui répertorie 62 systèmes de gestion de l'énergie. Et j'explique chaque fois avantages, inconvénients. Ce que j'attire vraiment l'attention, c'est de faire attention d'en choisir un qui puisse être intégré à Energy ID. Pour que, comme les compteurs intelligents, c'est juste pour l'électricité, que vous ayez encore un endroit avec votre profil complet de votre consommation, où vous ayez un endroit à la fois électricité, gaz et eau, pour avoir quand même un endroit où tout ça soit centralisé. Donc, prenez un système qui soit compatible avec Energy ID. Donc, tout ça, évidemment, va vous permettre de mieux comprendre vos consommations. C'est vraiment intéressant. Vous allez pouvoir détecter des consommations de l'appareil énergivore en analysant, parce que vous allez à chaque fois avoir votre puissance instantanée. Donc, vous allez dire, ben, mon bâtiment, à cette époque-ci, voilà, il est minuit, qu'est-ce qu'il fait comme appel de puissance, qu'est-ce qu'il consomme encore à cette heure-ci. Donc, vous allez pouvoir aussi voir les consommations de veille et de nuit. Donc, ça va vraiment permettre d'analyser, d'avoir une analyse très fine de vos consommations. Donc, quelles sont les modalités pratiques pour le compteur intelligent? Donc, comme je vous ai expliqué, à Bruxelles, le compteur intelligent, c'est uniquement pour l'électricité. Ce n'est pas encore prévu pour le gaz, ni pour l'eau. Je sais qu'il y a des Wallons présents. Malheureusement, je ne me suis pas renseignée pour la Wallonie, mais en tout cas, il y a certainement moyen ça existe déjà en Wallonie. Je connais déjà des maisons wallonnes qui ont des compteurs intelligents, donc il faudrait se renseigner auprès de votre distributeur d'énergie, si la possibilité de passer des compteurs intelligents. Donc, comme je vous ai dit, installation gratuite par Sibelga pour Bruxelles sur simple demande en ligne. Il faut remplir un formulaire en ligne. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Bruxelles, d'ici 2030, de toute façon, tous les compteurs électriques vont être remplacés par des compteurs intelligents. Donc, si vous ne faites pas la démarche, à un moment, Sibelga va le faire et va remplacer votre compteur par des compteurs intelligents. Et donc, il faut bien se poser la question de quitte, parce qu'en Flandre, il y a déjà des compteurs intelligents partout. En Wallonie, ça se développe aussi. Quitte de l'avenir de la tarification en Belgique. Parce qu'à partir du moment où il y aura des compteurs intelligents partout, le gestionnaire d'énergie va transmettre ces données au fournisseur qui pourra effectivement facturer un prix différent en fonction qu'on soit dans un moment de la journée, de la semaine, où il y a beaucoup ou peu de demandes d'énergie sur le réseau. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que avec le développement de la voiture électrique, des pompes à chaleur pour se chauffer, il va y avoir quelque part beaucoup de demandes sur le réseau et c'est important que le gestionnaire le gestionnaire de réseau, donc Sibelga, puisse gérer ça et quelque part inciter les consommateurs à étaler un maximum leur consommation pour pas qu'il y ait trop de demandes en même temps. Sinon, à un moment, le réseau est saturé. Et donc, c'est pour ça que si on fait une facturation en fonction du moment de la journée, donc typiquement, par exemple, on imagine un dimanche, mois de juillet, quasiment vers midi, quasiment full production sur Bruxelles avec les panneaux photovoltaïques, quasiment aucune demande parce que voilà, on n'a pas besoin d'éclairage naturel, il n'y a pas de PC, etc. Là, l'énergie coûtera quasiment rien par rapport à typiquement ce soir à 19 h où tout le monde cuisine, tout le monde allume sa TV, tout le monde a l'éclairage, il fait noir, etc. Et les panneaux ne produisent rien. Et donc, le prix sera différent. Et donc, c'est important de déjà anticiper ça et de savoir, voilà, finalement, pouvoir étaler vos consommations dans le temps. Donc, ça, c'était une petite parenthèse. Donc, maintenant, je vais passer aux data loggers. Donc, pour être bien clair, donc les data loggers, c'est des petits appareils qui vont enregistrer les consommations toutes les 15 minutes, voire moins. Étant donné qu'à Bruxelles, il y a les compteurs intelligents qui permettent déjà d'enregistrer les consommations, maintenant,
on va mettre des datalogueurs uniquement pour le gaz et l'eau. Il n'y a vraiment pas de sens d'acheter un datalogueur pour le compteur d'électrique. Vu que ça va être beaucoup moins coûteux d'utiliser un compteur intelligent pour les compteurs d'électricité avec l'analyse de données. Donc, les datalogueurs, ben, quelque part, ces appareils, ben, voilà, ils vont quelque part faire une photo de vos compteurs, par exemple, tous les 15 minutes et envoyer les données donc au fournisseur qui va après vous fournir aussi un petit logiciel qui va vous permettre d'analyser ces données. Mais le prix est beaucoup plus élevé que lorsqu'on a un compteur intelligent parce que c'est une autre technologie qui est beaucoup plus compliquée vu que les données ne sont pas transmises et enregistrées automatiquement déjà par le compteur intelligent. Donc, il faut compter en moyenne 2 à 500 € d'achat plus une formule d'abonnement qui diffère aussi d'une marque à l'autre. Et donc là, on avait réalisé en 2020 une note comparative. J'ai mis le lien, elle est sur notre site, où on comparait 5, je ne sais plus, 4 ou 5, je ne sais plus, oui, 5, je pense, marques, donc sociétés qui produisent, qui fournissent des catalogueurs. On comparait les différentes technologies, les prix, qu'est-ce que ça pouvait apporter au niveau de l'analyse, etc. Comme ça, si vous êtes intéressé de faire ça, ben voilà, vous avez déjà une petite analyse comparative. Est-ce que... Voilà, je continue. Donc ici, ça c'est un print screen de Energy ID où vous avez ici toutes les sociétés, les marques où vous pouvez intégrer que vous pouvez intégrer dans Energy ID. Donc si vous choisissez un analyseur de données ou un datalogger, prenez quelque part un système qui est compatible avec Energy ID pour pouvoir après avoir quand même vos données dans Energy ID. Et donc là, il suffira sur Energy ID, on vous explique la procédure. Alors ici, un petit retour d'expérience justement d'un datalogger pour l'eau. Donc, c'était donc un centre d'hébergement qui, eux, ben, leur compteur d'eau n'est pas du tout accessible. Il est vraiment en dessous d'une dalle en béton et tout ça. Donc, ils ne savaient pas réaliser ce relevé mensuel pour Energy ID. C'était vraiment trop compliqué. Donc, ils ont décidé de mettre un petit datalogger. Ils sont passés avec la société Shape. Et donc, voilà le graphique qu'ils ont eu après un mois d'utilisation. Donc, il a ce graphique pour le mois de juin. Bon, il l'avait déjà après 2 jours. Hein. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est du 1er 30 juin. J'ai chaque fois en bleu clair mes 5 jours de la semaine, mes 2 jours de week-end. Et donc, et c'est comme ça tout le mois. Et donc, en bleu, j'ai donc ma consommation d'énergie qui est calculée jour par jour. Et en rouge, c'est mes fuites d'eau. C'est mes consommations perdues. Et donc ici, il a même chiffré le volume de la fuite. On était à 29 075 litres sur le mois, ce qui équivaut voilà, à une estimation de 116,30 € pour un mois de fuite. Et donc là, évidemment, suite à ça, ils se sont dit qu'ils allaient investiguer pour comprendre d'où venait cette fuite. En plus, c'était quand même un bâtiment assez récent, donc ils ne s'attendaient pas à avoir une fuite aussi importante. Et en fait, ils se sont aperçus qu'il y avait au niveau, donc ils ont une citerne d'eau de pluie qui est alimentée par l'eau de pluie, mais qui sert pour les toilettes. Mais quand il n'y a pas suffisamment d'eau de pluie, il y a une alimentation automatique via l'eau de pluie et l'eau de vie pour que la citerne reste suffisamment remplie pour pouvoir alimenter les toilettes. Et en fait, là, il y avait simplement au niveau d'une des pièces, il y avait une des pièces qui était fendue, donc il y avait une fuite d'eau qui était à l'origine de cette perte. Et donc, typiquement, c'est vraiment une fuite dont je ne se serais jamais rendu compte. Ce n'est pas comme un petit robinet qui goutte ou une toilette qui coule. Et donc, il a fallu qu'ils aient ce datalogger pour se rendre compte. Et en plus, c'était une fuite qui était déjà là depuis des années. Et donc, s'ils avaient simplement fait Energy ID, qu'ils avaient comparé par rapport à l'année d'avant, ils se seraient dit, ah ben, c'est bon, on n'a pas de fuite, on consomme la même chose que l'année d'avant, sauf que l'année avant, il y avait déjà des fuites. Et c'est vrai que les experts de Shape nous disent souvent, quand ils mettent des dataloggers, souvent, ils détectent des fuites déjà historiques qui sont là depuis des années, dont on n'a pas connaissance. Et donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir les détecter. Et ici, donc, le même graphique où là, il n'y a plus aucune fuite. Et donc, voilà, il n'y a plus rien qui est détecté. Et donc, ils ont aussi détecté d'autres fuites depuis lors, comme avec leur adoucisseur d'eau, une chasse d'eau qui coule, une fuite au niveau de la pompe. Et donc, finalement, on se rend compte qu'il y a souvent des fuites. Et au niveau de l'eau, vraiment, il y a un double intérêt de détecter la fuite. C'est que, d'une part, on économise l'eau, mais souvent, en fait, avec Shape, vous vous rendez compte même du premier jour de la fuite. Dès qu'il y a une fuite pendant un jour, vous vous rendez compte. Et ça permet aussi d'éviter des dégâts des eaux. Il y avait comme ça une école où ils avaient
vraiment une grande amenée d'eau en dessous de la cour de l'école qui s'était fendue et donc c'était une fuite énorme, mais ça pouvait être aussi très dangereux d'avoir finalement tout le sol qui allait s'abîmer, etc. Donc ça permet d'éviter des dégâts aussi importants, de pouvoir s'en rendre compte à temps de la fuite d'eau. S'il n'y a pas de questions, Thierry, il n'y a toujours pas de questions dans le chat à poser oralement? Non, j'essaie de répondre au fur et à mesure. Ok. Mais s'il n'y a jamais une question qu'il faut poser oralement, tu l'as dit comme ça. Donc maintenant, on va terminer par les autres types de monitoring. Donc, tout d'abord, la prise connectée. Donc, la prise connectée, c'est assez récent comme outil et c'est assez génial parce que c'est une prise que donc vous allez connecter n'importe quel appareil électrique dans cette prise et vous allez savoir à distance, typiquement sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, la consommation de cette prise. Donc, la consommation instantanée, qu'est-ce qu'elle consomme instantanée? Et ici, vous allez voir, par exemple, cette prise connectée, une consommation sur un mois. Donc, ici, on allait 31 jours du mois de décembre, on voit ce qu'a consommé l'appareil électrique qui est branché sur cette prise. Donc, c'était en fait un jacuzzi. Donc, c'est un centre d'hébergement pour enfants qui accueillent des enfants malades, qu'ils accueillent quelques jours. C'est une maison de répit. Et donc, ils offrent ce confort d'avoir ce jacuzzi. Et donc, la consigne, c'est de l'allumer uniquement quand on le fait fonctionner. Et donc, on voit qu'ici, qu'est-ce qui se passe là le 13 décembre? On a une consommation normale et ça, c'est le personnel qui a oublié de l'éteindre après l'utilisation. Et donc, on voit qu'on a consommé 13 kilowatts en une journée alors que la consommation moyenne est sur le mois de 1,9 kW. Et donc là, c'est vraiment intéressant aussi pour le personnel en disant, vous voyez, quand vous oubliez d'éteindre le jacuzzi après utilisation qui fonctionne jusqu'au lendemain, prochaine utilisation, on consomme beaucoup plus parce qu'on maintient cette eau chaude en permanence. Et aussi, ce qui est super intéressant avec la prise connectée, c'est que vous pouvez aussi piloter à distance les heures de fonctionnement des appareils. Donc, par exemple, si vous avez un radiateur électrique, ce qu'on ne conseille pas, mais si jamais vous avez ça, vous pouvez aussi vous dire, ok, je le mets en fonctionnement une heure avant que j'arrive, une demi-heure avant que j'arrive, comme ça il fait déjà chaud. Vous pouvez piloter tout à distance aussi. Donc, et ça coûte une vingtaine d'euros, mais il faut le Wi-Fi. Elle est connectée au Wi-Fi du bâtiment, donc si vous mettez ça en câble, il n'y a pas de Wi-Fi, ça ne va pas marcher. Donc, c'est la seule contrainte, c'est d'avoir du Wi-Fi à proximité. Sinon, vraiment, petit investissement qui permet aussi, très important, d'aller dénicher des appareils trop énergivores. Quand vous avez un gros bâtiment, il y a peut-être un frigo qui surconsomme, qui est cassé, qui produit du chaud, etc. Ça va vous permettre de détecter. Ça va permettre aussi de détecter des consommations cachées. Vous pouvez mettre ça sur votre imprimante et dire, tiens, la nuit, quand il n'y a personne, quand elle est en veille, combien est-ce qu'elle consomme. Vous pouvez vous amuser à tout vérifier. Ça peut être aussi assez ludique pour des écoles ou ceux qui travaillent avec les jeunes. Mais voilà, ils connectent à leur téléphone, ils voient ce que ça consomme. Donc, petit appareil vraiment très facile d'utilisation. Donc, petit investissement à faire. Autre appareil que nous, on utilise beaucoup, on en prête d'ailleurs, ce sont les enregistreurs de température. Donc, un enregistreur de température, ça fait quoi? Son nom l'indique, ça enregistre la température et le taux d'humidité. Ça peut, par exemple, enregistrer tous les 5 minutes pendant une semaine. Et donc, vous allez avoir ce genre de graphique qui est généré. Donc, ici, on a une consommation, on a les mesures d'enregistrement du 7 novembre au 18 novembre. Et ici, on voit donc l'évolution des températures. Ici, en fait, la zone en jaune, c'est les températures comprises entre 18 et 23 degrés. On est ici dans une école, un bâtiment absolument pas isolé. La classe où on a mis l'enregistreur est juste en dessous de la toiture où il y a 0 niveau d'isolation. On est en plein hiver. Et en fait, on se rend compte que certaines nuits, la température reste à 20 degrés, qu'au mieux, elle diminue à 18. Et donc, ce que fait la régulation, c'est qu'elle continue à envoyer de l'air chaud, de la chaleur la nuit. L'eau chaude, la nuit, est moins chaude qu'en journée, mais elle est suffisamment chaude pour continuer à chauffer le bâtiment. Donc, suite à ça, on change la régulation et on arrive à ce genre de graphique où on voit clairement ici, on voit chaque journée, la journée, la nuit, la journée, la nuit, la journée, la nuit. On voit ici le week-end où là, on chute jusqu'à 12 degrés alors que précédemment, on était encore à 18 degrés le week-end dans cette chambre, dans cette pièce. Et donc, on peut vraiment, après avoir adapté la régulation, refaire un enregistrement en se disant, tiens,
aussi, est-ce qu'il fait chaud suffisamment tôt le matin ou trop tôt? Est-ce qu'à 6 heures, il fait déjà mes 20 degrés ou je les atteins qu'à 10 heures du matin pour pouvoir réadapter l'installation? Donc ça coûte une 50aine d'euros. On peut aussi en prêter gratuitement si ça vous intéresse, mais c'est aussi vraiment un bon investissement à faire. Surtout quand c'est des bâtiments qui ne sont pas occupés la nuit et le week-end, ça vous permet de dire, bah, tiens, comment se comporte mon bâtiment? Est-ce que la régulation qu'on a mise sur le système de chauffage fonctionne bien? Parce qu'il faut savoir que dans le tertiaire, ben, en général, il n'y a pas de thermostat qui coupe vraiment le chauffage la nuit. C'est souvent, on fonctionne par des abaissements de température où la nuit, ben, l'eau qui est envoyée dans le radiateur est moins chaude qu'en journée, mais est-ce qu'elle est suffisamment basse ou elle continue à chauffer encore mon bâtiment? Donc voilà, ça, c'est les enregistrements de température. Voilà. Ici, autre mesure, c'est des mesures qui sont faites sur les circuits de chauffage. Ici, c'est un immeuble de bureau. Et donc, les courbes en rouge, c'est donc ce qu'on fait, on met des petites sondes de température sur les tuyaux de chauffage. Donc, on mesure vraiment la température de l'eau qui sort de la chaudière. Donc, le circuit de chauffage, ben, il fait un tour comme ça, l'eau part dans le bâtiment. Et puis, le retour, qui est censé être froid, de votre installation de chauffage. Donc, à quelle température l'eau revient dans la chaudière. Ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est que mon eau part à 65 degrés et elle revient plus ou moins à 58 degrés. Ça, c'est en journée. La nuit, elle part à 52 et elle revient à 47. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que finalement, la nuit, alors que c'est un immeuble de bureau, je chauffe encore mon bureau vu que j'envoie de l'eau à 50 degrés. Et donc, ça, effectivement, c'est trop élevé. En plus, ici, en journée, avec un retour à 58, ben, ma chaudière, elle ne s'est pas condensée. Donc, parce qu'il faut normalement une température voilà, de 50 degrés, idéalement, max 50 degrés pour pouvoir condenser. Et donc, j'ai un moins bon rendement que si j'avais un retour plus froid. Et donc, ça aussi, nous, on réalise ce genre de campagne de mesure, mais plutôt pour du moyen en gros tertiaire. Donc, si ça vous intéresse qu'on vienne faire une campagne de mesure, on le fait dans le cadre de notre check-up chaufferie. Parce que ça, c'est comme des... Voilà, où vous pouvez aussi vous équiper de ces équipements, mais il faut déjà quand même que vous soyez voilà, du moyen en gros tertiaire, parce que c'est quand même des équipements qui coûtent quand même plus cher que le simple enregistrement de température. Donc, voilà, ça vaut la peine effectivement plutôt faire appel à nous si vous voulez qu'on vienne faire une campagne de mesure. Alors, pour terminer, je vais parler de la pente carré horaire, qui n'est pas le plus simple à expliquer, qu'on appelle aussi puissance de pointe ou puissance max. Donc, la puissance carré horaire, en fait, c'est la puissance moyenne appelée au réseau pendant le quart d'heure où la consommation a été la plus intense du mois. Donc, dit autrement, c'est on regarde sur un mois, quel est le quart d'heure où j'ai eu l'appel de puissance le plus élevé. Et c'est quoi l'appel de puissance? On ne parle pas de consommation, mais de puissance. Et donc, quelle est la puissance d'un bâtiment? Si je prends une maison où je fais fonctionner trois appareils avec 1000 watts, ma bouilloire, mon aspirateur et mon sèche-cheveux, j'ai 3000 watts plus mes autres appareils de la maison, frigo et tout ça, j'arrive à 4000 watts. Et bien, quand je fais fonctionner mes 3 appareils de 1000 watts, ben, ou si je mets, ouais, bref, je m'embrouille. Si j'ai que 3 appareils d'un 1000 watts, hein, mon sèche-cheveux, mon aspirateur et ma bouilloire, mon appel de puissance, c'est quoi? C'est mes 3000 watts. Ça, c'est ce que j'ai besoin comme énergie, comme puissance pour faire aller ces appareils. Et donc, quelque part, ça, c'est ma puissance c'est ma puissance que je demande au réseau. Et qu'est-ce qu'on regarde? C'est on regarde en un mois, quelle a été pendant un quart d'heure, quelle a été la puissance maximale que vous avez demandée. Et cela, en fait, ça se répercute sur votre facture. Actuellement, ça se répercute uniquement pour les clients haute tension. Donc, ce sont typiquement voilà, des moyens à gros consommateurs. Donc, si vous avez juste une facture de régulation annuelle, vous n'allez pas payer, cet appel de puissance ne va pas se répercuter sur votre facture. Donc, on parle uniquement des clients haute tension, mais il y en a parmi vous. Donc, ça me semblait important de l'expliquer. Et donc, en fait, cette puissance élevée, elle va c'est la puissance la plus élevée des 12 derniers mois de l'année, donc de vos 12 derniers mois, ça va se répercuter sur votre facture, ça va se répercuter. Et on considère que ça représente 10 à 15% du montant de la facture et que ça a 4 à 5 euros TVAC par kilowatt. Donc, si vous avez une puissance, par exemple, vous avez eu ces 12 derniers mois une puissance maximum de 40 kilowatts, mais ça va vous coûter 200 euros sur votre facture. Et donc,
Par exemple, on prend une école qui a, ça fait de l'école, sa fancifère, mais pour la fancifère, qu'est-ce qu'on a? On a voilà, des friteuses, on va louer des frigos parce qu'on a besoin de beaucoup de frigos, on utilise un appareil à popcorn, on a des spots dans la salle des fêtes, etc. Donc, pendant cette fête, on va avoir une puissance très élevée. Le fournisseur, il va regarder encore le quart d'heure, vraiment, pendant le quart d'heure où la puissance était la plus élevée. Et ça, votre fête de l'école, ça va si vous êtes en tension, cette fête-là, son coût va se répercuter pendant 12 mois sur votre facture. Parce que pendant 12 mois, on va se dire, ah ben tiens, vous avez eu un appel de puissance très, très élevé. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les solutions? C'est éviter d'utiliser tous les appareils électriques en même temps. Par exemple, on pense au lave-vaisselle, la buanderie. Évidemment, si vous avez une fête de l'école, vous ne savez pas vraiment faire aller votre friteuse la veille. Donc, dans ces cas-là, il faut utiliser des groupes électrogènes, même si ce n'est pas très écologique. Et aussi, les grands appareils consommateurs d'énergie, essayer des solutions alternatives. Par exemple, pour les lave-linges industriels peuvent être accordés à l'eau chaude sanitaire. Et donc là, l'eau du lave-linge est chauffée par la chaudière, par le gaz, et n'est plus chauffée par la résistance électrique du lave-linge. Les séchoirs, eux, peuvent être accordés directement au gaz. La chaleur est produite par du gaz et plus par l'électricité, et ça permet de diminuer quelque part les consommations d'électricité qui ont souvent lieu en même temps. Ici, je vais vous donner un petit retour d'expérience d'un centre d'hébergement de faits d'asile, où là, c'est leur puissance quart horaire sur un mois. Donc, en couleur, on a les 5 jours de la semaine, et en gris, on a le week-end. Et quand on analyse, on voit que tous les jours, on a un grand appel de puissance en fin de matinée. Et donc, ils réfléchissent un peu, ils disent, ah ben tiens, est-ce que ce serait les cuisines? On cuisine à ce moment-là. Et puis, ils se disent, ah ben non, le week-end, on n'a pas cette pointe-là. On est beaucoup, il y a une petite pointe, mais pas aussi élevée. Et donc, ce n'est pas les cuisines. Et donc, après, en réfléchissant, ils disent, ah ben oui, en fait, tous les matins, on commence par les lave-linges, et puis, fin de matinée, ils avaient des tas de grands séchoirs, tout passe au séchoir, et donc, c'est nos séchoirs qui causent ça. Bon, ils ont un centre avec 300 personnes, mais ils sont à un appel de puissance à 110 kW, hein, donc ça se chiffre à 5 € par kilowatt, donc ils sont à plus de 600 € à ce niveau-là par mois, rien que pour les puissances demandées. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont remplacé, en fait, ils devaient remplacer les séchoirs, ils ont remplacé leurs séchoirs électriques par des chauffages au gaz, qui a permis de vraiment diminuer cet appel de puissance. Je n'ai pas mis le graphique, pourtant je l'ai, mais voilà, on voyait vraiment bien avant-après que cette pointe-là diminuait. Donc ça, c'était pour la pointe quart horaire. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça, mais je n'ai pas fini en fait, parce que sur Energy ID, en version premium, il va vous générer ce graphique. Donc, il va vous montrer mois par mois il va vous calculer la puissance maximale qu'il y a eu sur le mois. Donc, on va dire, en mois de janvier, ici, j'ai une puissance par quart d'heure de maximum 4 kW. Par contre, au mois de novembre, je monte à 6 kW. Donc, ça, c'est une première analyse qui n'est pas encore très fine. Et alors, dans cette Premium HR, là, par contre, vous avez une analyse beaucoup plus fine. Si vous voulez vraiment analyser assez finement votre point de quart horaire, il va vous analyser. Donc ici, on a une journée. Donc, quart d'heure par quart d'heure, il va faire une couleur de plus en plus foncée au plus la pointe quart horaire est élevée. Et donc, on voit ici typiquement que c'est en fin de journée qu'on a la pointe quart horaire la plus élevée pour ce bâtiment-là. Et donc, ça va vous permettre vraiment d'analyser assez finement ce qui se passe. Et idem ici dans le Premium HR, il va aussi vous relever tous les pics de pointe quart horaire des 30 derniers jours. Donc, vous allez savoir vraiment dire lundi 22 mai, là, j'ai eu ce pic-là à telle heure. Et donc, vous allez vraiment pouvoir dire, ah ben tiens, en fait, dans mon bâtiment, c'est tel appareil, il s'est passé ça, c'est tel appareil qui me crée cette pointe quart horaire. Il faut savoir aussi que quand vous êtes client haute tension, vous pouvez toujours demander votre profil pointe quart horaire à votre fournisseur d'énergie. Donc, il peut vous donner et vous allez avoir ce genre de graphique qui va vous permettre déjà d'analyser, tiens, quelle est ma pointe quart horaire, à quelle heure de la journée, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, vous n'êtes pas forcément obligé de passer par Energy ID pour avoir ces informations. Donc, ben voilà, je pense que j'ai terminé mon exposé. Donc, avant de passer peut-être aux questions, s'il y en a,
Thierry, est-ce que tu pourrais mettre le lien vers l'évaluation? Oui, je rajoute ça tout de suite. Voilà, donc mon collègue va mettre le lien vers l'évaluation. Il y a une petite évaluation, ça prend vraiment 5 minutes du webinaire. On pose quelques questions pour voir si c'était intéressant, si c'était clair, etc. Si vous avez bien, si c'était suffisamment vulgarisé. Merci de le remplir, comme ça on a votre feedback. Et puis maintenant, on a encore un petit moment de questions-réponses, voilà, ou d'échanges, si vous voulez un peu, voilà. Collègue et moi, on est encore disponible. Mais il y a quelqu'un qui a levé la main. Voilà, ici. C'est moi. Ah, voilà. Je peux intervenir, oui? Oui, je vous en prie. Oui. Voilà, on vous écoute. Tant qu'on y est, je ne sais pas si vous pouvez dire un petit mot du cosinus phi dans les cabinets haute tension, puisque c'est quand même quelque chose qu'il faut surveiller dans la facturation. Je ne sais pas si c'est repris dans Energy ID, mais Non. ça peut quand même une partie de la consommation qui est quand même très importante. Alors, je ne suis pas ingénieur civil en électricité, mais je sais que ça mesure l'angle de l'énergie réactive, je ne sais pas très bien quoi. Mais donc, c'est surtout les moteurs qui sont pénalisants, genre les moteurs d'ascenseur, les moteurs de circulation, etc. Et pour résoudre ce problème, en général, on met des batteries de condensateur si le cosinus phi n'est pas dans la bonne plage. Oui, Je ne sais pas si vous pouvez en dire un peu plus, mais tant qu'on y est, c'est peut-être intéressant. Oui, mais je ne suis pas une spécialiste de cosinus phi, mais pour moi, c'est effectivement, hein, c'est une pénalité parce qu'on consomme trop d'énergie réactive et il y en a aussi dans les tubes néons, les tubes donc à ballast électromagnétique. Donc, c'est les tubes quand vous allumez, ça clignote un peu avant d'allumer, donc les tubes TL. Et donc ça, effectivement, en remplaçant par du LED, vous n'avez plus cette énergie réactive. Mais c'est vrai que je n'ai pas préparé de slide là-dessus, parce que ce qu'on pourrait donner comme conseil, c'est que les gens, s'ils sont en haute tension, qu'ils regardent sur leur facture, il y a une mention concernant le cosinus phi, et normalement c'est indiqué ce que ça leur coûte. Et donc, s'ils estiment que c'est beaucoup, ils peuvent s'adresser à un électricien pour voir s'il n'y a pas quelque chose à faire pour essayer de réduire ce problème, enfin pour réduire ce coût. Oui, je pense qu'il doit... Thierry, toi, tu sais, c'est la valeur de 0,9. Je crois qu'il doit être en dessous de 0,9. Oui, c'est ça, quelque chose comme ça, je pense. Je ne sais pas si... Oui, je ne sais pas spécialiste non plus de ça, mais effectivement, c'est quelque chose qui gêne énormément la distribution du réseau, donc est facturé pour cette raison-là. Et ça dépend énormément des équipements. Donc, il y en a qui n'ont aucune influence sur le cosinus phi et d'autres qui vont avoir vraiment un décalage très fort. Donc, les tubes TL et effectivement les moteurs oui, c'est ça. Qui démarrent très vite. Donc, voilà. Et comme maintenant, il y a beaucoup moins de tubes TL qu'avant, que dans notre secteur, il n'y a pas tellement de moteurs. Normalement, ça devrait, voilà, avec le changement par le LED. Donc, en général, c'est les moteurs d'ascenseur et les moteurs de circulateur de chauffage et des choses pareilles. Si c'est des gros moteurs, ça peut faire beaucoup, mais bon, voilà. Ah zut, je partage mon écran là. Oui, d'autres questions? J'avais ici, normalement, on avait ici le cosinus phi qui doit être, je ne savais plus. Et je vous enverrai sinon les slides. Voilà. Bon, ben, on imagine que tout était clair. Alors, s'il n'y a plus d'autres questions. Donc, n'hésitez pas en tout cas à créer votre compte sur Energy ID. Il y en a déjà pas mal qui l'ont. Une petite question, une main levée là, Thierry Villers. Oui, bonjour. Merci pour le webinaire. J'ai juste une petite question relative justement à la comparaison donc sur Energy ID. On peut donc faire le benchmarking. Et donc, il demande le nombre de mètres carrés, je pense, pour qu'on se situe. Ma question est toute simple, très pratique. Est-ce que je dois compter les caves dans ce calcul des mètres carrés? Comptez quoi? Les caves. Comptez les caves. Non, en fait, ce qu'il faut compter, c'est vraiment le volume chauffé, le nombre de mètres carrés que vous occupez. Donc, si les caves
Ça dépend. Si vos caves sont juste des lieux de stockage, vous les comptez pas. Si vos caves, vous les occupez de manière, voilà, qu'il y a une occupation des caves, ben alors vous les comptez, quoi. C'est vraiment ça. Idem pour les greniers. Si c'est des espaces de stockage, vous les décomptez du nombre de mètres carrés chauffés. Merci. Oui, et Energy ID fait aussi un benchmarking. Mais après, je trouve que c'est toujours, pour le résidentiel, ça fonctionne très bien parce qu'ils ont vraiment beaucoup de données. Mais dans notre secteur, comme ils n'ont pas tellement de données, il suffirait qu'il y ait une erreur d'encodage et tout ça pour que le benchmarking ne soit pas si fiable que ça, quoi. Donc, faut toujours, voilà, il faut vraiment un échantillon suffisamment grand pour être sûr que ça fonctionne bien. Donc, D'autres questions sur lesquelles on n'aurait pas répondu dans le chat? Il y en a eu beaucoup à un moment. Je ne suis pas sûr d'avoir tout attrapé. ouais, Vous pouvez toujours nous contacter après coup par email hein, pour des questions qui reviendraient. Ce sera un plaisir de vous répondre. oui. Donc, et est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont en haute tension ou pas oui, c'est un peu ça là. Oui, il y a encore des petits messages sur le chat. Donc voilà, mais Okay. n'oubliez pas du coup de bien compléter le formulaire d'évaluation et de créer votre compte Energy ID si vous ne l'avez pas encore fait. Et on peut vous aider soit à le créer si vous avez des difficultés, on peut également vous aider pour interpréter des résultats si vous êtes un petit peu perplexe sur comment interpréter. Donc on est là pour ça. Oui, on enverra aussi une note à tous les participants. On a fait une petite note sur justement comment créer son compteur, encoder, analyser, tout ça. Donc, comme ça vous aide voilà, si c'est pas encore 100% clair sur comment il y a un petit mode d'emploi qui est fourni. Bon, ben, bonne journée à tous. Merci en tout cas pour votre attention. Il y a Merci à vous. Voilà. Et donc, n'hésitez pas à faire appel à nos services et peut-être alors à un prochain séminaire, webinaire ou un contact. Voilà. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. On va. Muriel, tu peux arrêter Ouais. l'enregistrement si tu veux. Ah oui, oui, oui. Parfait.